Bonjour, mon nom est Maître Diane Petit, avocate à la retraite, et cette courte présentation est à l'attention des thérapeutes et intervenants du Rivo. Alors, elle portera sur l'importance d'être représenté par un avocat, de bien choisir son avocat, et particulièrement pour sa demande d'asile, et la présentation des services que l'aide juridique peut offrir aux nouveaux arrivants de manière générale, pas seulement pour les demandeurs d'asile. Alors, avocat ou un consultant en immigration. Alors, les avocats, premièrement, sont membres d'un ordre professionnel, le Barreau du Québec, qui a pour but la protection du public. Les avocats détiennent tous une assurance responsabilité obligatoire, donc en cas d'erreur, il peut y avoir, dans certains cas, des remboursements faits par le barreau. Il y a également le syndic du barreau qui fait appliquer le code de déontologie pour les avocats. Et aussi, quelque chose de très important, c'est que les avocats peuvent être payés par l'aide juridique pour représenter leurs clients, que ce soit en matière d'immigration ou autre. Le syndic du barreau aussi peut recevoir les plaintes concernant leur avocat s'ils ne sont pas satisfaits. Aussi, un avocat peut aller en cour fédérale alors qu'un consultant ne peut aller en cour fédérale. Un consultant n'a pas d'assurance responsabilité. Il n'y a pas d'ordre professionnel. C'est seulement une association. Donc, ça fait toute une différence. Et statistiquement parlant, les gens représentés par avocat pour leur demande d'asile ont plus de chances d'être acceptés que d'avec un consultant en immigration. Maintenant, comment bien choisir son avocat? Alors, un demandeur d'asile va avoir une audience devant la CISR et ce sera sans doute la plus importante et difficile de toute sa vie. Probablement qu'il n'a jamais eu même d'audience devant un tribunal dans son pays d'origine. Alors, le demandeur d'asile demande la protection du Canada parce qu'il craint d'être la persécution et ou une atteinte à son intégrité physique et ou atteinte à sa vie dans son pays d'origine. Être représenté par un avocat fait toute la différence. Votre avocat fera valoir ses droits. Il sera à l'affût des délais à respecter. Il préparera également le client à agir, à comment agir et témoigner lors de l'audience. C'est le demandeur d'asile qui a le fardeau de la preuve qu'il mérite la protection du Canada. Et c'est lui qui témoignera. Maintenant, il faut toujours vérifier, même si la personne qui se présente devant vous prétend être un avocat, il faut toujours vérifier s'il est membre du barreau ou si vous choisissez un consultant, s'il est membre de l'association des consultants. Parce qu'il y a beaucoup de faux avocats et faux consultants en immigration. Ils ne sont ni membres du barreau, ni membres de l'association des consultants. Il y a également des avocats de plus en plus, qui sont avocats dans leur pays d'origine, mais qui ne sont pas membres du barreau du Québec. Donc, ils n'ont pas le droit de pratiquer au Québec. Ils ne connaissent pas les lois canadiennes, naturellement, parce qu'ils n'ont pas soit fait l'université ici et passé l'année d'études au barreau du Québec. Donc, comment on fait pour savoir si c'est un vrai ou un faux? Premièrement, il faut vérifier au Barreau du Québec ou à l'Association des consultants. Souvent, les faux avocats vont avoir des cartes d'affaires avec des titres incroyables de 2-3 lignes. Par exemple, Maître Diane Petit, avocate, grande avocate, présidente du bureau Diane Petit incorporée, bon, des gros titres comme ça pour impressionner. Normalement, un avocat, sur sa carte d'affaires, c'est écrit avocat. Il n'y a pas un titre à plus finir sur sa carte. Aussi, une rencontre dans un Tim Hortons, quand votre avocat vous donne un rendez-vous dans un Tim Hortons au lieu de dans son bureau, ça doit aussi vous allumer pour vous poser la question. Aussi, parce qu'il n'y a pas de secret professionnel, là, vous êtes entouré de plein de personnes, donc c'est pas normal. Aussi, un avocat qui demande de l'argent comptant et qui ne donne pas de reçu. Également des avocats qui font des promesses de chance extraordinaires, que lui, c'est tellement le meilleur avocat au monde que vous allez être accepté à 100%. Un avocat professionnel et consciencieux ne fera jamais ce genre de promesse, même si tu sais que ton client
beaucoup de chances d'être accepté. Tu ne peux pas lui dire qu'il va être accepté à 100% parce que c'est son témoignage lors de l'audience qui va peser dans la balance et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Aussi, un avocat qui prétend connaître un agent d'immigration ou un juge en immigration, donc vous allez être accepté. Ça serait de la fraude et je veux dire, un avocat qui vous dit ça, c'est pas normal, donc c'est peut-être pas un vrai avocat. Donc, ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est googler son nom sur Internet. On voit certaines décisions de pratiques illégales d'avocats radiés au barreau. Je donne l'exemple de Gabriel Bazin. Quand vous tapez son nom à lui, vous allez voir, il y a une alerte rouge, il y a des décisions de pratiques illégales, il a été rayé du barreau dans les années 90 et il a continué à se faire passer pour un avocat. Donc, la prudence est de mise. Il faut vérifier au barreau du Québec à l'effet que cette personne-là est bel et bien avocat. Aussi, un avocat doit prendre le temps d'expliquer la notion de réfugié. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi un réfugié, comment vous allez faire pour prouver que la personne en est un réfugié? Vous ne saurez pas les aspects importants à évoquer lors de votre audience, donc c'est important que l'avocat explique aux demandeurs d'asile la notion de réfugié. C'est important également qu'il explique aux demandeurs d'asile comment remplir son formulaire de renseignement personnel, par exemple, par ordre chronologique, d'être concis et précis, c'est-à-dire où, quand, comment, avec qui et pourquoi. Parce que si le demandeur d'asile dit « j'ai été arrêté là-bas avec mon ami », ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, s'il dit « le 24 septembre 2024, j'étais dans la ville de et j'ai été arrêté avec monsieur un tel parce que nous étions en train de préparer une manifestation ». Donc ça, c'est clair, tandis qu'avant, ça ne l'était pas. L'avocat aussi doit expliquer l'importance de la crédibilité à son client. Ne pas changer de version. Il n'y a rien qui disparaît à l'immigration. Ce qui est dit à la frontière terrestre, à l'aéroport, à l'ambassade canadienne, dans le pays d'origine naturellement, c'est dans le dossier d'immigration de la personne. Donc, si la personne fait une déclaration à la frontière et lorsqu'elle va remplir son FRP, écrit une toute autre version, bien naturellement que la crédibilité va en prendre un sérieux coup. Donc, c'est pas mauvais, c'est essentiel même que l'avocat explique à son client la notion de crédibilité. Et cette notion de crédibilité-là va être tout au cours de son parcours. À l'audience, c'est la même chose. En fait, si le commissaire vous croit, normalement, il vous accepte, mais s'il ne vous croit pas, il va refuser la demande du demandeur d'asile. Donc, tous ces aspects du rôle de l'avocat sont très importants pour le demandeur d'asile parce qu'on n'a pas 56 chances d'être accepté. Vaut mieux que le dossier soit bien préparé dès le début. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Maintenant, l'aide juridique. Alors, l'aide juridique au Québec est régie par la loi sur l'aide juridique et ses règlements. Et sa mission est d'aider, informer et représenter les citoyens à propos de leurs problèmes juridiques. L'aide juridique donne le choix de l'avocat, donc vous avez le choix. Vous pouvez dire à votre patient qu'il a le choix en tout temps de choisir un avocat permanent d'aide juridique ou un privé. La différence, c'est que le permanent travaille dans un bureau d'aide juridique et en immigration, il y a un bureau d'aide juridique, immigration et l'aide juridique, il y a différents bureaux civils, criminels, etc. Le bénéficiaire d'aide juridique peut changer d'avocat en tout temps. Donc, ça, c'est important. S'il ne se sent pas à l'aise avec son avocat et qu'il vous parle de ça durant sa thérapie, vous pouvez lui dire qu'il peut changer en tout temps d'avocat. Bien entendu, si on change d'avocat une journée avant la date d'audience, c'est un peu compliqué. Mais c'est en vertu de la loi sur l'aide juridique, on peut changer d'avocat quand on veut.
Également, en vertu de la loi, ce sont les directeurs d'aide juridique qui ont le pouvoir de rendre une décision sur l'admissibilité à l'aide juridique pour les avocats de pratique privée. Donc, ce n'est pas un avocat de pratique privée qui peut dire à votre client vous n'êtes pas éligible. C'est seulement l'aide juridique qui peut rendre une telle décision. Lorsqu'un demandeur d'asile ou n'importe quel bénéficiaire est éligible à l'aide juridique, soit de façon gratuite ou avec une contribution maximale de 800 $, à partir de ce moment-là, il y a un mandat qui est émis à l'avocat de pratique privée pour le représenter. Le bénéficiaire d'aide juridique n'a aucun frais à payer à l'avocat de pratique privée. Ça veut dire que les frais d'expertise, s'il y a une expertise psychologique avec un psychologue, ça va être payé par l'aide juridique. Les frais d'interprète, la même chose. Les dates, la journée de l'audience, l'avocat va être énuméré par l'aide juridique. Donc, c'est illégal qu'un avocat réclame de l'argent à son client lorsqu'il bénéficie d'un mandat d'aide juridique. C'est l'aide juridique qui va payer. Si l'avocat de votre client trouve qu'il n'est pas assez payé, peut-être que c'est son opinion, mais dans ce cas-là, il ne doit pas avoir le mandat d'aide juridique et en plus se faire payer. C'est un ou l'autre. L'aide juridique aussi, c'est pas seulement pour les demandeurs d'asile. Il offre des services de conseil devant plusieurs tribunaux et il y a plusieurs bureaux d'aide juridique à travers Montréal. Il y a les bureaux civils dans les différents arrondissements où si votre patient, a un problème de logement, il a reçu une augmentation faramineuse ou son propriétaire veut l'évincer, il peut aller dans un bureau civil parce qu'il y a des avocats qui spécialisent en régie du logement dans les bureaux civils. Si on veut contester une décision de l'État provincial, par exemple l'aide sociale, on peut aller à l'aide juridique. Et si on a un problème en matière familiale ou en tutelle. Donc, et aussi, on n'oublie pas qu'on peut y aller pour une consultation également. Il y a le bureau d'immigration, naturellement, où on représente les demandeurs d'asile, les gens qui sont détenus, les pertes de résidence permanente, etc. Donc, des consultations également. Vous avez le bureau jeunesse, qui a des avocats qui représentent les enfants devant le tribunal de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, ou lorsque en vertu de la LSJPA, la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, lorsqu'il y a des adolescents qui sont accusés au niveau criminel, ça se passe devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, et en matière d'adoption. Et il y a aussi le bureau des affaires criminelles et pénales. Si une personne est accusée, elle a droit au service d'un avocat d'aide juridique. Donc, n'hésitez pas à référer vos patients dans les différents bureaux d'aide juridique des arrondissements s'il y a un problème autre qu'immigration. En espérant que ces informations vous seront utiles, alors je vous remercie.